Bonjour, dernière vidéo de ce cours sur le premier principe. Dans cette vidéo, nous allons voir des applications du premier principe. La première application que je vous propose de regarder, c'est la description d'une expérience qu'on appelle la détente de Joule-Gay-Lussac. C'est une expérience assez importante, avec une conclusion assez importante, et on reviendra sur cette expérience dans le chapitre suivant. Alors, la détente de Joule-Gay-Lussac, c'est une détente, c'est-à-dire une augmentation de volume d'un gaz dans des conditions un petit peu particulières, parce qu'on va avoir un gaz qui se détend dans le vide, dans une enceinte rigide et calorifugée. Alors, le schéma du dispositif est sur la figure qui est ici. On a une enceinte ici qui est rigide, donc qui est indéformable, son volume ne varie pas, et la paroi est calorifugée, donc les échanges thermiques avec l'extérieur à travers la paroi sont impossibles. Initialement, le gaz est enfermé dans le récipient de gauche, fermé par un robinet, et le récipient de droite est complètement vide. On ouvre le robinet, le gaz va donc se détendre dans le volume tout entier, et on va arriver à un état final dans lequel le gaz occupe l'ensemble du volume disponible. On appellera V1 le volume de gauche et V2 le volume de droite. Le but ici, c'est d'appliquer le premier principe pour essayer de dégager là ou les caractéristiques de cette transformation. Alors, il y a deux manières d'étudier ce problème. Je vais vous le présenter de la manière suivante. D'abord, on va essayer de préciser le système qu'on va étudier. Alors, on va commencer avec la première méthode. On va étudier le système gaz uniquement. Donc, ce système gaz, il subit une transformation qui va être, on va essayer de la caractériser. Donc, dans un premier temps, on va dire que cette transformation elle est brutale, on comprend assez facilement qu'elle ne va pas être quasi statique. Quand on va ouvrir le robinet, le gaz va immédiatement rentrer dans le volume disponible ici, donc c'est une transformation brutale. Et on peut essayer de regarder s'il y a des paramètres qui sont constants au cours de cette transformation, de manière un peu évidente. Et a priori, ça ne doit pas être le cas. La pression va probablement baisser, la température va probablement varier, et le volume, on voit bien qu'il double, donc on ne peut pas dire grand-chose d'autre. Alors on va appliquer le premier principe à ce système, et donc on va écrire que delta U, c'est W plus Q pour le gaz. Et on va s'intéresser donc maintenant aux deux termes de droite, c'est-à-dire le travail reçu par le gaz et sa chaleur. Alors, pour commencer, la chaleur, c'est assez simple. Pourquoi? Parce que les parois du récipient sont calorifugées, et donc notre système, il ne peut pas recevoir de chaleur. Alors, si je dessine la surface du système, vous voyez que à travers la partie qui est ici, aucune chaleur ne peut traverser. Et puis sur la partie qui est ici, eh bien, on a du vide, et on ne peut pas recevoir de la chaleur du vide, car il n'y a pas de milieu matériel. Donc, la chaleur est nul, ou le transfert thermique reçu est nul au cours de cette transformation. Au niveau du travail des forces de pression maintenant, alors c'est un cas un petit peu particulier, un petit peu différent des cas qu'on a pu rencontrer dans les vidéos précédentes. Ici, le travail des forces de pression, ce serait le travail de ce qui va résister au gaz qui se détend. Mais vous voyez que ici, le compartiment il est vide. S'il est vide, il n'y a aucune force de pression qui s'applique sur la partie qui est là. Donc en fait, le travail des forces de pression ici vaut 0. C'est tout l'intérêt de considérer une détente dans le vide, c'est de ne pas avoir de travail des forces de pression. Et donc on voit que le premier principe, dans le cas de cette transformation, s'écrit delta U égale 0. C'est donc la caractéristique de cette transformation, la détente de Joule-Gay-Lussac, c'est une détente qui se fait à énergie interne constante. On dit aussi une détente isoénergétique. Alors, on peut regarder ce qui se passe dans le cas d'un gaz parfait. Dans le cas particulier d'un gaz parfait, on a vu que l'énergie interne, elle ne dépendait que de la température. C'est la première loi de Joule. Si la variation d'énergie interne est nulle, et que l'énergie interne ne dépend que de la température, on en déduit donc que la température ne varie pas. Donc la variation delta T de température est également nulle. Alors c'est un peu contre-intuitif, on s'attendrait à ce que la température diminue, mais c'est bien le résultat qu'on obtient. D'ailleurs, cette expérience, parfois, on l'appelle le test du gaz parfait. Effectivement, on peut imaginer faire l'expérience avec un gaz.
Si la température du gaz ne varie pas, c'est qu'on peut le considérer comme un gaz parfait. Sinon, c'est qu'il n'est pas considérable comme un gaz parfait. La deuxième application que je vous propose d'étudier, c'est une application dans laquelle on a une énergie cinétique ou une énergie potentielle qui varie. Alors j'ai imaginé une situation un petit peu farfelue pour essayer d'écrire le bilan. Alors on utilisera assez peu ce genre de bilan, hein. Ce sont vraiment des exemples qui sont très particuliers, mais je préfère quand même vous en montrer un. Donc l'idée ici, c'est qu'on va lâcher un sucre d'une hauteur h sans vitesse initiale et on va faire en sorte qu'il tombe dans un café qui est situé à sa verticale en dessous. Et la question qu'on se pose, c'est de quelle hauteur est-ce qu'il faut lâcher le sucre pour augmenter la température du café d'1 degré. Alors déjà on peut se poser la question, mais comment le fait que le sucre tombe dans le café peut augmenter la température du café? Eh bien, l'explication est la suivante. Vous avez le café qui est ici, dans sa tasse, et vous avez le sucre ici dans sa position initiale. Quand vous allez lâcher le sucre, il va chuter et il va gagner de la vitesse. Il va gagner de la vitesse et lorsqu'il arrive ici au niveau du café, il a une certaine vitesse et ce sucre, il va être freiné par le liquide. Comme il est freiné par le liquide, en fait, son énergie cinétique va être transformée en chaleur sous l'effet des forces de frottement fluide du liquide sur le solide. Et cette chaleur qui va être générée par le frottement fluide, en fait, va servir à réchauffer le café. Alors évidemment, on comprend bien que cette chaleur, elle ne va pas être très importante, qu'on ne va pas réchauffer un café en lâchant un sucre dedans. D'accord ? Donc ici, on imagine bien que la hauteur h qu'on cherche à calculer, elle va être sûrement très très grande. Mais bon, je vous propose de quand même faire le bilan. Alors, reprenons notre problème. Ce que je vais considérer comme système ici, c'est le système café plus sucre. Je vais faire ça parce que l'action du café sur le sucre, c'est-à-dire la force de frottement qui va s'appliquer quand le sucre va être freiné, va être une action interne au système et donc on ne va pas avoir à la compter. Vous allez voir que ça va nous permettre d'économiser pas mal de calculs. Donc, je vais prendre le système café plus sucre et je vais lui appliquer le premier principe. Et comme ici on a des variations d'énergie potentielle notamment, on va appliquer le premier principe sous la forme delta EM égale W plus Q. Alors avant d'aller plus loin, je vais séparer la variation d'énergie mécanique en deux termes. La variation d'énergie mécanique du café, donc delta EM du café, plus delta EM du sucre. Je peux faire ça car l'énergie mécanique est une quantité qui est extensive, on dit aussi additive. D'accord ? Ça, c'est une propriété qu'on va réutiliser assez régulièrement dans certains exercices. Et je vais calculer maintenant chacun des termes de l'équation qui est ici. Alors premièrement, on va s'intéresser à ce qui se passe à droite de l'égalité. Au niveau du travail, on n'a aucune force non conservative qui va travailler ici. Le travail des forces de pression est nul car le volume du café est constant et le volume du sucre est constant. Donc W vaut 0 car on n'a que des phases condensées. La chaleur reçue par l'ensemble du système est également nulle. Effectivement, on va supposer que le café tombe dans le sucre, qui va réchauffer celui-ci, et on va appliquer le premier principe entre l'instant initial et le moment juste après que le café soit réchauffé. Il n'a pas encore eu le temps de se refroidir avec l'atmosphère. Dans ce cas-là, la transformation peut être considérée comme adiabatique. Aucune chaleur n'est échangée avec l'extérieur. Les transferts thermiques sont échangés entre le café et le sucre qui sont internes au système. Ce que le café va donner au sucre, c'est l'opposé de ce que le sucre va donner au café. Donc quand on applique le premier principe, on a en fait ici un système isolé, donc une somme égale à 0. Delta EM pour le café, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, le café, sa variation d'énergie mécanique, c'est la variation d'énergie cinétique macroscopique, donc de son centre de masse, plus la variation d'énergie potentielle extérieure, donc notamment ce qui va concerner la pesanteur et sa variation d'énergie interne.
Le mouvement du centre de masse du café est nul au début, nul à la fin. Évidemment, je vais faire l'hypothèse d'un café qui reste dans la tasse quand le sucre tombe dedans, même si c'est complètement irréaliste. Donc delta EC macroscopique, c'est 0. Delta EP extérieur, ça va concerner les forces conservatives qui s'appliquent sur le système. Et donc ici, ça va concerner la pesanteur essentiellement. Or ici, le centre de masse du café reste toujours à la même altitude, donc on a une variation nulle. Et la variation d'énergie interne va s'écrire, on l'a vu dans la vidéo précédente, en fonction de la variation de température. Ce sera le produit de la capacité thermique du café multiplié par la variation de température du café. Et lorsque vous regardez les données, on me donne la capacité thermique massique du café, donc pour 1 kg de café liquide, et donc je vais multiplier ça par la masse du café pour avoir le grand C. Donc j'obtiens MC delta T. En ce qui concerne le sucre maintenant, la variation d'énergie mécanique va s'écrire de la même manière. Alors, le terme d'énergie cinétique macroscopique. Au départ, l'énergie cinétique du sucre est nulle. À la fin, lorsqu'il est tombé dans le café, il a été freiné, son énergie cinétique est également nulle. Donc le terme d'énergie cinétique macroscopique vaut 0. Au niveau de l'énergie potentielle extérieure, par contre, là il y a une variation. L'altitude du centre de masse du sucre varie au cours de la transformation, et donc ce terme-là est différent de 0. Combien vaut-il? Eh bien, à la fin, l'énergie cinétique, l'altitude du centre de masse du sucre vaut 0 si on met une origine au niveau du café. Au départ, l'énergie potentielle de pesanteur du café, ce sera mg multiplié par l'altitude du centre de masse, donc mgh. Au niveau de la variation d'énergie interne, alors on pourrait compter quelque chose de non nul, c'est-à-dire que le sucre, lorsqu'il va réchauffer le café, eh bien il va se réchauffer en même temps. Donc sa température va varier. Alors on va faire l'hypothèse, comme un sucre pèse 10 grammes et que le café pèse centaines de grammes, on va faire l'hypothèse que cette variation d'énergie interne pour le sucre, elle est négligeable. Ça va simplifier un peu les calculs. Donc je vais mettre 0. Et donc on voit que la variation d'énergie mécanique du sucre, c'est moins mgh. Si je remplace dans l'équation du premier principe ici, j'obtiens la relation suivante. mc delta t égale mgh. Alors attention, excusez-moi, la masse du sucre est notée ms ici, donc là ce sera ms, et ici ms. Et donc on en déduit que la variation de température de notre café, ce sera la masse du sucre fois gh sur c delta t. Je vous laisse faire l'application numérique chez vous. Si vous remplacez toutes les valeurs numériques par ce qui est proposé et que vous calculez, excusez-moi, non pas la variation de température, mais l'altitude h qu'il faut choisir pour avoir un delta T de 1 degré, vous obtiendrez une valeur assez énorme, comme vous pouvez vous en douter, parce qu'elle vaut 4,3 km. Voilà. Donc on comprend bien que c'est pas demain qu'on réchauffera son café avec un sucre qui tombe dedans, mais ça permet d'appliquer le premier principe dans un cas un petit peu différent. Alors, ce que vous risquez de rencontrer comme situation, c'est la situation parfois d'un objet qui se déplace avec une certaine vitesse, qui freine sous l'effet du force de frottement et qui s'échauffe sous l'effet de la force de frottement. Donc dans ce cas de figure, il faudra appliquer le premier principe sous cette forme-là. Donc si vous avez un objet qui freine sous l'effet d'une force de frottement et qui se réchauffe, vous aurez un terme d'énergie cinétique ici, de variation d'énergie cinétique qui sera différent de 0, et vous aurez ce terme-là qui sera différent de 0. Puis vous pouvez avoir ou non une variation d'énergie potentielle extérieure. Voilà, on verra en exercice un deuxième exemple d'application du premier principe sous cette forme. Je voudrais terminer avec une dernière application, qui est une application importante qu'on étudie beaucoup en TP en temps général. Je ne suis pas sûr qu'on aura la possibilité de le faire cette année. Mais cette application, c'est ce qu'on appelle la calorimétrie. Alors, qu'est-ce que c'est la calorimétrie? C'est ce qui permet, ce sont un ensemble de méthodes qui permettent de mesurer les capacités thermiques d'un système thermodynamique, qu'il soit solide, liquide ou gazeux. Et donc là, je vais vous présenter une méthode de calorimétrie qu'on appelle la méthode des mélanges, donc qui permet de mesurer la capacité thermique
d'une phase condensée, donc d'un liquide ou d'un solide. Alors je vais prendre l'exemple ici d'un liquide et je vais vous présenter le principe. Donc on a ici un récipient qu'on appelle un calorimètre. Un calorimètre, c'est rien d'autre qu'un récipient calorifugé. Quand on le regarde, en fait, ça ressemble à un thermos, hein, tout simplement, avec une double paroi avec un vide à l'intérieur, comme je vous avais présenté un peu plus tôt. Et à l'intérieur de ce calorimètre, on peut y mettre des liquides ou des solides, et on a un thermomètre qui baigne, ainsi qu'un agitateur. Le principe de la méthode des mélanges est le suivant. On souhaite déterminer la capacité thermique d'un liquide, mettons le liquide numéro 2. Donc ça, c'est un liquide inconnu. Et pour mesurer sa capacité thermique, on va utiliser un liquide dont on connaît la capacité thermique. Donc le liquide 1, on connaît sa capacité thermique. Alors évidemment, vous allez me dire, mais comment on a fait pour la déterminer? Alors évidemment, il existe une autre méthode qui permet de déterminer la capacité thermique d'un liquide tout seul. On la verra en exercice. Donc dans mon calorimètre, je vais mélanger une certaine masse M1 de liquide 1 à la température T1 et je vais noter C1, sa capacité thermique massique, donc pour 1 kg. Je vais mettre dans le même calorimètre un liquide inconnu, donc de masse M2, de température T2 différente de T1, c'est important ici, et de capacité thermique inconnue que je vais noter C2. Et le but, c'est de déterminer C2 ici, connaissant les 5 autres paramètres. Alors, qu'est-ce qu'on va observer? Eh bien, on va observer, évidemment, qu'il va y avoir des échanges de chaleur entre les deux liquides. Par exemple, imaginons que le liquide 1 est le liquide froid. Donc ici, vous avez un liquide qui va être froid, et que le liquide 2 est le plus chaud. Là, vous avez un liquide qui est chaud. Bien, le liquide numéro 2 va céder du transfert thermique au liquide numéro 1 qui va l'absorber. En cédant du transfert thermique, le liquide 2 va se refroidir et donc le liquide 1 lui va se réchauffer. Et on va aboutir à une situation finale qui est la suivante, dans laquelle on va avoir une masse M1 de liquide 1 et une masse M2 de liquide 2, tous les deux à la même température, qui sera la température finale TF, qu'on relève avec un thermomètre. La question qu'on se pose, c'est comment, en mesurant TF et en connaissant les 5 paramètres qui sont ici, est-ce qu'on détermine C2? Alors la méthode, je vais vous la présenter tout de suite. Il s'agit ici, un peu comme dans l'application précédente, de considérer le système calorimètre plus liquide 1 plus liquide 2. Ce système, c'est un système qui est isolé. C'est-à-dire qu'il ne peut recevoir de travail, il ne reçoit pas de travail de l'extérieur et il ne reçoit pas de chaleur non plus. Il ne reçoit pas de chaleur parce qu'on a des parois calorifugées, il ne reçoit pas de travail parce que ici toutes les phases sont des phases condensées, donc on a une variation de volume nulle, donc pas de travail des forces de pression. C'est une transformation qu'on pourrait dire isochore. On va appliquer le premier principe à ce système, et ce premier principe va s'écrire delta U égale delta U pour le liquide 1 plus delta U pour le liquide 2. Pour l'instant, je ne vais pas considérer le delta U du calorimètre, je vais le considérer comme égal à 0. On verra pourquoi après. On vient de dire que le système est isolé, donc son travail reçu et son transfert thermique reçu sont tous les deux nuls, ça fait donc 0. Et si j'exprime maintenant chacune de ces variations d'énergie interne, on va obtenir les résultats suivants. Donc delta U1, c'est la capacité thermique du liquide 1 multipliée par sa variation de température. À la fin, sa température c'est TF. Au départ, sa température c'est T1. Pour le liquide 2, la capacité thermique c'est C2. À la fin, sa température c'est TF. Au début, sa température c'est T2. Et on vient de voir que c'était égal à 0 car le système est isolé. Et on voit donc qu'on peut isoler ici C2 en fonction des différents paramètres. Avant de faire ça, on va faire intervenir les masses. Donc on va tout simplement remplacer chacune des capacités thermiques C1 ou C2 avec la capacité thermique massique. Donc C1 c'est M1 petit C1, C2 c'est M2 petit C2. Et si vous isolez C2 dans cette équation, vous obtiendrez que C2 ce sera égal à M1 C1 sur M2 multiplié par T1 moins TF
sur TF moins T2. Expérimentalement, qu'est-ce qu'on fait? On mesure les deux masses, donc on pèse les liquides avant de les verser dans le calorimètre. On mesure les trois températures, T1, T2 et TF avec un thermomètre. Puis en appliquant cette relation, on obtient le résultat qu'on cherche. Alors en réalité, vous vous en doutez bien, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. En fait, la relation précédente ne marche pas tout à fait. Alors je vais vous présenter un cas pratique pour vous expliquer ce qui ne va pas. Imaginez que je fasse une expérience de calorimétrie, donc j'enferme dans un calorimètre ici deux masses d'eau identiques. Donc je mets de l'eau ici à une température initiale que je vais appeler T1 qui sera par exemple de 20 degrés et je mets de l'eau à une température T2 de mettons 80 degrés. Je mets deux masses identiques, donc par exemple je mets une masse de 1 kg et puis une masse de 1 kg. Alors habituellement je fais l'expérience pour vous montrer un peu le problème, mais avec le confinement évidemment je ne peux pas la faire. J'ai essayé de la faire avec les moyens du bord, mais ça ne marchait pas, c'était pas très convaincant. Donc on va la faire par la pensée. Alors quand on mélange ces deux masses d'eau, assez intuitivement en fait, on s'imagine bien ce que va être le résultat. À la fin, dans le calorimètre, ce qu'on va avoir, ça va être 2 kg d'eau. Et la température qu'on va obtenir à la fin, ça va être la valeur moyenne de ces deux températures ici, parce que les deux masses sont identiques. Donc on voit qu'on a 60 degrés d'écart, donc en fait on va probablement se retrouver avec de l'eau à 50 degrés. Vous pouvez vérifier cette valeur numérique en utilisant la relation précédente, c'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir MC et MC qui va se simplifier parce qu'on a les mêmes capacités thermiques et les mêmes masses pour les deux volumes d'eau. Et donc vous allez voir que tout de suite vous allez trouver TF égale T1 plus T2 sur 2. TF égale T1 plus T2 sur 2. Et si vous faites l'application numérique, vous retrouvez ces 50 degrés. Si je fais l'expérience, eh bien ce que j'observe, c'est que systématiquement, la température finale que je mesure sera toujours plus faible que 50 degrés. Et en général, elle est plus faible de quelques degrés, quelque chose de facilement mesurable. On trouvera 44, 45 degrés. Donc la question c'est, pourquoi cette température est-elle plus basse? Et si on réfléchit un peu, si la température est plus basse, c'est que quelque chose a absorbé une partie de l'énergie. Et en fait, ce qui absorbe de l'énergie ici, c'est le calorimètre. C'est-à-dire que les parois du calorimètre, notamment la paroi qui est en contact avec le liquide chaud, lorsqu'on verse le liquide chaud, va absorber une partie de la chaleur de ce liquide pour elle-même se réchauffer. Initialement, le calorimètre il est à la température de la pièce, donc ici à une vingtaine de degrés. Et donc lorsqu'on va arriver dans l'état final, si on pouvait mesurer la température de la surface du calorimètre, on trouverait quelque chose de supérieur à 20 degrés. Comme le calorimètre a absorbé une partie de la chaleur, il va falloir tenir compte du fait qu'il a absorbé une partie de cette chaleur. Pour ça, on va introduire quelque chose qu'on appelle la capacité thermique du calorimètre. Donc la capacité thermique du calorimètre, que je note ici C calo, c'est la quantité d'énergie qu'il faut fournir au calorimètre pour augmenter sa température d'1 degré. Et cette capacité thermique C calo, elle va nous permettre de définir une masse qu'on appelle la valeur en eau du calorimètre. Et cette valeur en eau, elle est définie comme ceci. On a C calo qui vaut la masse en eau ou la valeur en eau du calorimètre multipliée par la capacité thermique massique de l'eau. Donc ça, c'est la capacité thermique massique de l'eau. Et donc, à quoi elle sert cette relation? Elle sert à dire qu'en fait, la présence du calorimètre qui absorbe une partie de la chaleur, c'est exactement la même chose que si on avait mis
une masse MO d'eau à l'intérieur d'un calorimètre idéal qui n'absorbe pas d'eau du tout. Voilà, c'est tout. Bon. Si je reprends le calcul précédent en tenant compte maintenant de ce calorimètre. Donc je vais reprendre l'exemple numéro 1, c'est-à-dire l'exemple qu'on avait ici. Donc je vais prendre comme système toujours le calorimètre plus tout ce qu'il contient. Donc le liquide 1 plus le liquide 2. Je vais supposer que le liquide froid, ici, est à la température de la pièce, c'est-à-dire à la même température que le calorimètre. C'est-à-dire que mon calorimètre, ici, il est à une température T1 initialement. Lorsque j'applique le premier principe, le système est toujours isolé, je vais avoir ΔU pour le liquide 1, plus ΔU pour le liquide 2, plus ΔU pour le calorimètre. Et ça vaut 0. Et je vais réappliquer les mêmes relations, c'est-à-dire que ΔU1, ce sera la masse de liquide 1 fois la capacité thermique du liquide 1 fois la température finale moins la température du liquide 1. Pareil pour le liquide numéro 2. Et pour le calorimètre, on va regarder un peu la variation de température. Donc, sa capacité thermique, on peut l'écrire soit C calo, soit de cette manière-là en faisant intervenir la masse en eau. Je vais laisser C calo pour le moment. Le calorimètre, à la fin de l'expérience, il a la même température que les deux liquides qui ont été mélangés, ici. Donc, vous voyez, la surface du calorimètre est en contact avec les deux liquides, donc il a la même température. Et initialement, il avait une température T1, la température de la pièce. Et donc, si vous résolvez cette équation et que vous isolez de nouveau la capacité thermique C2 qui était l'inconnu, vous allez voir que vous allez trouver quelque chose qui est un petit peu différent parce qu'il y a ce terme supplémentaire.